Ça tombe bien parce qu'on va parler de ce cyclisme au quotidien, du cyclisme de monsieur et madame tout le monde, oserais-je dire, avec Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière. Bonsoir. Bonsoir. Je vais dire, expliquer précisément pourquoi vous êtes là, parce que sur le Tour de France, il y a une opération qui s'appelle La route se partage. L'objectif, c'est de sensibiliser les conducteurs et les cyclistes à un meilleur partage de la route. C'est Thierry Baudet d'ailleurs qui est le coordinateur de cette campagne sur ce Tour de France. Et puis Olivier Schneider, vous êtes président de la Fédération française des usagers c'est dur à dire, usagers de la bicyclette, la FUB, qui agit pour apporter des réponses, ça c'est ce qui est écrit sur votre site internet, des réponses concrètes aux préoccupations quotidiennes des cyclistes et promouvoir l'usage du vélo comme mode de déplacement, ce qu'a fait tout ce Tour de France Patrick Chassé. On aura l'occasion d'en parler. Emmanuel Barbe, quand vous entendez... Juste avant que vous continuez, une précision. Et puis en toile de fond, il y a cette loi mobilité qui est intervenue récemment et qui va peut-être changer un petit peu le paysage pour les cyclistes, notamment, même si la loi est beaucoup plus large, évidemment, que simplement le paysage des usagers de la bicyclette. Déjà, Emmanuel Barbe, est-ce que les premiers retours que vous avez sur cette opération, c'est pas la première année qu'il y a cette opération La route se partage qui est menée sur le Tour de France, sont bons, ces retours? Alors, on a eu beaucoup de visites sur les stands. Dans chaque étape, il y avait des personnels des préfectures qui s'occupent de sécurité routière qui étaient présents. Donc, ils ont vu près de 15 000 personnes. Donc, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Mais surtout, le message est passé sur la caravane. Un message assez simple, c'est que quand on est en voiture, pour dépasser un cycliste, il faut s'écarter. Il faut lui laisser, dit le code de la route, 1,50 m, le plus possible. Il faut lui laisser. Et donc, une règle méconnue, c'est qu'on peut mordre la ligne blanche pour doubler un cycliste. Et c'est vraiment le but premier que nous essayons de faire passer à travers cela. Et puis sur ces stands, vous savez, le Tour de France, c'est une atmosphère très bon enfant. Les gens sont très réceptifs, le public est très réceptif. On a aussi passé beaucoup d'autres messages de sécurité. Mais en tout cas, le but ici, c'est bien de dire que un cycliste, c'est un usager vulnérable. Et quand on est automobiliste, eh bien, il faut vraiment qu'on y soit très très attentif. Je pense que le message passe. Le Tour de France nous aide beaucoup. On a aussi des messages, des petits animatiques sur France 2. Et c'est vraiment le bon moment, je pense, pour arriver à véhiculer une culture de sécurité qui est très présente chez les organisateurs, pour qui c'est une obsession qu'il n'y ait pas d'accident sur le Tour. Et donc vraiment, il n'y a pas de meilleur endroit pour cela. Mais vous êtes conscient qu'on est au début de l'histoire quand même, parce que je suis pas le seul usager de la route pendant le Tour de France d'une route ouverte à la circulation, mais pour en avoir fait l'expérience très récemment, sur 10 voitures qui vous doublent, il y en a 9 qui sont pas à 1 mètre, qui sont plutôt à entre 30 et 40 cm de vous. Alors, ligne blanche ou pas ligne blanche d'ailleurs. Vous avez tout à fait raison. Il faut vraiment que cette connaissance s'améliore. On fait vraiment du mieux qu'on peut. Mais la route se partage, c'est un très beau nom en fait, parce que c'est l'idée qu'on est sur le même endroit et qu'on doit le partager. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ça fait la 4e fois qu'on est sur le Tour. On va continuer. Le message est passé sur d'autres manifestations. Le Tour de France, c'est pas à vous que je vais dire que c'est une manifestation populaire où il y a des millions de gens qui voient ce message. Donc moi, j'y crois beaucoup et il faut continuer. Mais vous avez raison. Je pense que c'est pas marrant tous les jours de faire du vélo sur nos routes. Allez, un petit détour par la case publicitaire et puis on va continuer à parler de ce cyclisme au quotidien avec nos invités. Vous vivez en direct l'arrivée du Tour de France. Réagissez à l'émission sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe1 et sur europe1.fr. On retrouve Axel May dans un instant. Europe 1. Europe 1. Jusqu'à 22h, suivez en direct la dernière étape du Tour de France avec Axel May. C'est à vous, Axel May. Et nous sommes toujours dans ce studio européen installé à côté des Champs-Élysées, du côté du pavillon Gabriel, pour ceux qui connaissent la géographie des Champs-Élysées. Patrick Chassé est là, Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière, et puis Olivier Schneider, qu'on n'a pas encore entendu, mais qui va s'exprimer dans un instant, président de la Fédération française des usagers de la bicyclette. Le Tour de France, effectivement, c'est quand même particulier. Est-ce que vous constatez parfois vous avez des soucis? Je sais pas, le Tour de France, vous y avez été là? Vous avez vu les étapes? Tout à fait, oui. J'ai fait Toulouse-Bagnères et j'ai été au grand départ à Bruxelles. Ouais. Et quand on voit que les routes sont fermées très tôt, souvent c'est soit on y va à pied, soit on y va avec son vélo sur les étapes. Beaucoup de gens y vont à vélo. On voit beaucoup de vélos le long des routes de spectateurs, mais surtout ça fait rêver de pouvoir faire du vélo dans de telles conditions comme le font les coureurs. C'est vrai que, comme le disait Patrick il y a un instant,
tous les jours, quand on a les voitures qui nous frôlent, c'est un peu moins drôle. Ça gâche le plaisir, alors que le vélo, c'est très agréable, bon pour la santé, bon pour la planète. Là, Christophe Lamar, lui, il est sur la ligne d'arrivée et évidemment, la route est fermée sur les Champs-Élysées. On se rapproche petit à petit, mais même d'ailleurs assez vite, hein, parce qu'ils ont accéléré là les coureurs, Christophe Lamar. Et notamment l'équipe Lotto Soudal qui mène le train. 15 secondes d'avance pour les 4 hommes de tête, Omar Fraile, Nils Politt, Jan Tratnik et Tom Scully. 15 secondes d'avance et un peloton qui revient effectivement à toute allure. On roule à près de 65 km/h dans la descente des Champs-Élysées qui vous amène évidemment vers la place de la Concorde. Il est probable que cette échappée n'ira pas au bout en l'état. 4 hommes avec 15 secondes d'avance sur le peloton. Les coureurs cyclistes qui sont tous casqués. Tout à l'heure, on avait Bernard Hinault. Lui aussi, Bernard Hinault, c'est l'un de ses combats. Mettre un casque lorsqu'on fait du vélo et pas seulement. Aujourd'hui, c'est jusqu'à 12 ans que c'est obligatoire. Ensuite, c'est comme on souhaite. Sur les courses professionnelles, c'est évidemment obligatoire. Olivier Schneider, vous, au sein de votre fédération française des usagers de la bicyclette, vous dites ça, vous faites passer ce message? Alors, on a une position assez mitigée sur le casque. Enfin, évidemment, le casque réduit les blessures. Par contre, avoir l'illusion que juste en mettant tous un casque, ça va régler entièrement le problème, pour nous, c'est une fausse bonne idée. Donc, nous sommes contre toute obligation. On pense qu'il faut avant tout améliorer les infrastructures et aussi l'apprentissage initial et continu du vélo et le partage de la route. Et après, c'est aux cyclistes de jauger les risques qu'ils prennent. Là, les coureurs, ils sont en moyenne à plus de 40 km/h et ils font tous les jours plus de 100 km, voire plus de 200. Le cycliste quotidien, quand il fait 2-3 km qu'il y a une piste cyclable, c'est pas le même risque, c'est pas les mêmes vitesses. Et surtout, un des risques, ce serait que les parents, une fois qu'ils ont mis le casque sur la tête de leurs enfants, qu'ils aient l'illusion que ça y est, leur enfant est en sécurité. Donc évidemment, on ne décourage personne de porter le casque, ce serait absolument absurde. Par contre, on dit qu'il y a plein d'autres choses à faire pour permettre aux gens de faire leur distance, leur déplacement quotidien à vélo. Et on a fait il y a 2 ans une grande enquête qui était le baromètre des villes cyclables, et 90% des gens disent que en fait aujourd'hui la route n'est pas adaptée pour qu'on puisse y mettre des personnes âgées ou des enfants. Et c'est dommage parce que ce sont 2 catégories de la population qui n'ont pas assez d'activité physique et qui n'ont pas forcément accès à la voiture et qui pourraient se déplacer à vélo s'il y avait de meilleures conditions de sécurité. Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière, vous diriez au contraire il faut un casque pour tout le monde ou je veux pas vous opposer, mais la question est légitime. Non, on a eu ce débat il y a 3 ans, on l'a tranché avec les 12 ans, d'accord, qui incite les enfants qui oblige les enfants à porter un casque et donc incite les parents qui vont avec. Pour l'instant, c'est une mesure éducative en quelque sorte. Oui, mais moi je trouve l'argument de la FUB recevable sur l'idée que si on dissuade les personnes de faire du vélo à cause du casque, on n'aura pas tout gagné non plus, parce que moi je suis très fervent du développement de la bicyclette. Après, les preuves ici qu'on voit à la télé là dans votre studio montrent bien que rapidement, si on roule, il faut un casque. Mais le plan du gouvernement vise aussi à développer les pistes cyclables, la continuité des pistes cyclables, et ça restera toujours meilleur. Après, moi je le dis très clairement, porter un casque quand on fait du vélo me semble vraiment le mieux qu'on puisse faire. Mais pour l'instant, on va évaluer ce qui se passe avec les 12 ans. Il n'y a pas d'idée de l'imposer. Donc c'est un agrément qu'on a avec le monde du cyclisme, parce que l'argument aussi d'empêcher le développement du cyclisme est un bon argument, il faut le dire. Après, je dis ça à tous ceux qui font du vélo, je vous encourage à mettre un casque. Il faut pas oublier que mettre un casque, si le casque était obligatoire, ça poserait un problème pour les vélos en libre service, parce qu'on trouve un vélo en libre service très facilement, on trouve pas le casque avec le vélo. On peut avoir son casque. Oui, mais du coup, il y a les casques pliables qui existent même. C'est plus voilà, contraignant. exactement. Alors effectivement, il y a des progrès qui sont faits dans ce domaine, mais vous avouerez que c'est un accessoire en plus. Mais effectivement, il y a des choses qu'il faut prendre en compte. C'est pas seulement le casque, c'est aussi porter des gants. Ça peut être aussi quelque chose d'important. Et ça, je dis même en ville, même pour faire des distances assez courtes. Et puis surtout, il y a une question de vigilance. D'un côté, on a effectivement des automobilistes qui sont pas toujours conscients de l'arme qu'ils ont entre les mains. Je prends l'arme effectivement comme mot, parce que c'est une arme d'avoir une voiture vis-à-vis de piétons ou de cyclistes qui n'ont aucun moyen pour se protéger, pas de pare-choc, pas de carrosserie. Et puis à contrario, on a aussi un problème de vigilance parfois d'un certain nombre de cyclistes, de cyclistes ou d'utilisateurs de la bicyclette qui ne sont pas tous conscients de leur vulnérabilité.
sécurité, que ce soit en ville, que ce soit à la campagne, que ce soit sur des routes désertes. Et moi, ça me surprend souvent. En général, on en prend conscience quand on s'est fait une belle frayeur. En tout cas, moi, je voulais vous dire quand même que étant souvent en Paris, je trouve que le port du casque progresse. Et donc, je crois que ça va se faire tout seul, un peu comme ça s'est fait au ski. Et pour l'instant, je le répète, le gouvernement n'est pas du tout dans l'idée d'imposer le casque au-delà de 12 ans. Après, ce qu'on voit, c'est que souvent, les parents sont obligés d'acheter un casque, tout simplement parce que leurs enfants leur disent, sinon, moi, je mets pas le mien. Voilà. Donc, ça progresse bien. En tant que délégué interministériel, vous vous promenez en vélo ou vous êtes quand même plutôt en voiture dans Paris avec vos responsabilités? Je fais plutôt à pied ou en voiture, c'est vrai. Je fais pas beaucoup de vélo, mais aussi parce que pour des questions de transpiration. Quand on regarde là, les Champs-Élysées qui sont avec la plus belle avenue du monde, comme on a coutume de dire, avec ces vélos, là il n'y a pas de voiture, mais même s'il y a des pistes cyclables qui sont en construction, c'est pas toujours évident. Vous, le président de la fédération des usagers de la bicyclette, de faire du vélo dans la capitale, puisque la dernière étape du Tour de France se termine à Paris. C'est vrai qu'on a de plus en plus de pistes cyclables en France. Chaque ville voit son kilométrage de pistes cyclables augmenter. Le problème qu'on pointe, nous, c'est la qualité des aménagements et leur cohérence. C'est-à-dire que souvent, la promesse d'une piste cyclable, ça devrait être, une fois que je vais dessus, je peux aller partout où je peux, tous les pôles générateurs de déplacement, comme on dit, à 5 km. Et en fait, souvent, on prend la piste cyclable, puis au bout de 200 mètres, elle s'arrête. Il n'y a rien de prévu pour se réinsérer. Et donc, le vrai problème, c'est qu'on a besoin d'un système vélo. C'est-à-dire que, pas uniquement de plus en plus de pistes cyclables, mais que ça fasse des réseaux cohérents et que, en gros, on puisse atteindre toutes nos destinations qui sont assez proches à vélo en suivant le même niveau de qualité. Ça ne veut pas dire qu'on a besoin de pistes cyclables dans chaque rue, vu qu'il y a des rues tranquilles qui n'ont pas vocation. À Paris, c'est la tendance de mettre des pistes cyclables dans toutes les rues. Non, pas dans les petites rues. C'est même en sens unique, même en sens inverse. Bah oui, justement, c'est l'alternative. Non, mais par contre, en effet, il faut que chaque rue devienne cyclable. Donc c'est soit en baissant le trafic, soit en baissant la vitesse des voitures, soit en permettant justement le partage avec une infrastructure dédiée. Finalement, là, on va systématiser l'apprentissage de la mobilité à vélo en école primaire, donc pour des enfants de 12 ans. Tant que vous n'êtes pas prêt à mettre votre fille de 12 ans ou votre maman de 70 ans sur l'aménagement cyclable, c'est qu'il est perfectible. Et c'est le jour où on pourra les mettre partout que l'usage du vélo va, entre guillemets, exploser. Vous pouvez pas savoir à quel point, Olivier Schneider, ce que vous dites est parlant probablement pour vous le savez, mais pour les auditeurs peut-être pas parlant pour les usagers. Et quand vous dites effectivement que ça ne suffit pas de faire des kilomètres de pistes cyclables, je citerai pas cette ville où nous sommes passés cette année pendant le Tour de France. Mais c'était un crève-cœur parce qu'effectivement on voyait qu'il y avait une volonté municipale d'avoir construit un tas de pistes cyclables, mais visiblement par des gens qui ne devaient pas souvent monter sur un vélo. Je le dis, c'est un jugement de valeur, j'en sais rien à vrai dire. Mais moi qui l'ai utilisé, alors il se trouve que cette ville, j'y suis passé 3 fois pendant le Tour de France, donc le hasard des parcours du Tour. Et je me disais mais c'est pas possible, il y a pas un panneau, il y a pas une explication, il y a une piste cyclable qui se termine sur un trottoir, on se retrouve face aux piétons, on nous indique pas qu'il faut traverser. Bref, une incohérence incroyable. Bon alors il continue à faire des travaux, donc j'espère que ça va s'arranger. Et là, on se dit effectivement, et je veux pas du tout décourager tout le monde, notre délégué interministériel qui est juste là à côté, je veux pas le décourager, mais quel travail il y a encore à faire dans ce domaine pour avoir effectivement un réseau de pistes cyclables cohérent. Et là, je parle que des villes, bien sûr. À l'automne, nous allons refaire notre enquête qu'on a fait il y a 2 ans, le baromètre des villes cyclables. On va refaire exactement les mêmes questions pour pouvoir comparer les résultats, mais il y aura une nouveauté. Ce sera en plus indiquer vos 3 points noirs prioritaires à résoudre et vos 3 axes principaux à aménager. Et donc, en vue des municipales de 2020, j'espère que dans toutes les villes de France et de Navarre, le sujet vélo va être sérieusement traité pour la première fois des élections municipales. Et donc, dans toutes les villes, quand on se reverra dans 2-3 ans, il y aura des vrais projets pour créer ce système vélo. Je vous fais réagir. Juste un petit détour par Paris, par la rue des Cévennes, vous réagissez, puis ensuite on libérera nos invités quand même pour qu'eux aussi ils aient le loisir d'assister en direct à l'arrivée sur les Champs-Élysées de cette dernière étape du Tour de France. 20h49, restez avec nous dans un instant, la suite du Club Tour spécial arrivée du Tour de France sur Europe 1. Vous êtes sur Europe 1 en direct de l'arrivée du Tour de France. C'est à vous, Axel May. Oui, c'est à moi et ça va bientôt être aussi à Christophe Lamarre, peut-être sur la ligne d'arrivée. Christophe, on se rapproche de cette arrivée sur les Champs-Élysées, de ce point final du Tour de France 2019.
Effectivement, 4 tours encore à parcourir et toujours ces 4 hommes en tête qui comptent une trentaine de secondes d'avance, 27 secondes d'avance très précisément sur le peloton qui joue un petit peu à l'élastique avec ces 4 hommes échappés. Tantôt l'avance diminue, tantôt évidemment ils reprennent un petit peu le large, mais on sent quand même que cette échappée est sous contrôle. Il y a peu de chance à 22 km 800 du terme de cette 21e étape, il y a quand même peu de chance que cette échappée aille au bout. On verra si Omar Fraile, Nils Politt, Jan Tratnik et Tom Scully sont capables de mener cette échappée jusqu'au bout. Quoi qu'il en soit, alors qu'il reste encore 4 tours à couvrir, toujours 4 hommes en tête avec 27 secondes, dernier pointage, 27 secondes d'avance sur le peloton. Merci Christophe. On est toujours avec Olivier Schneider, le président de la Fédération française des usagers de la bicyclette, et puis Emmanuel Barbe, le délégué interministériel à la sécurité routière. Patrick Chassé, vous avez une remarque, une réaction à faire? Non, mais une question. On est en train de suivre le Tour de France. Vous êtes venu sur le Tour de France. Est-ce que que doit faire le Tour de France vis-à-vis justement de la promotion du vélo? J'ai l'impression, et en termes d'intermodalité justement, donc mot barbare évidemment, mais qui concerne justement l'usage des transports en commun, c'était un peu mon sujet à moi pendant 3 semaines, et de la bicyclette. On peut pas forcément toujours monter avec sa bicyclette dans un train, et que doit faire le Tour de France? Moi j'ai eu l'impression franchement que on se tournait un petit peu le dos, c'est-à-dire que bien sûr on travaille avec les régions et que le Tour de France est accueilli chaleureusement par toutes les régions et les villes qu'il traverse, mais que finalement par exemple la SNCF elle fait un petit peu son travail dans son coin, que les régions font le leur de l'autre. Moi je pouvais pas prendre un autocar hier pour monter dans la station alors qu'il y a des milliers de voitures accréditées qui arrivaient à monter dans la station, le service de car était annulé, etc., etc. Est-ce que vous avez l'impression qu'il n'y a pas un petit travail à faire là de cohésion au moment du passage du Tour et même d'une manière générale quand on parle d'intermodalité? Emmanuel Barbe. Moi, je voudrais pas sortir de ma condition qui est plutôt la sécurité routière au sens strict, et je dois reconnaître que autant je partage tout à fait le discours d'Olivier Schneider, autant je trouve qu'ici on a d'abord un premier message à passer pour nous, sécurité routière, qui est qu'il faut vraiment s'écarter quand on dépasse un cycliste. Je suis désolé d'être aussi basique par rapport à l'intelligence de votre question, mais moi, au final, ce que j'aimerais bien, c'est que des millions de Français se disent ça, qu'ils doivent s'écarter quand ils doublent un cycliste parce qu'on aura déjà gagné beaucoup. Je voudrais dire un dernier mot. Vous avez remercié tout à l'heure Monsieur Baudet. Il faut aussi parler de Didier Adeabreu qui a porté vraiment ce message du partage de la route, qui est une très belle chose, je trouve, comme concept. Partager la route, c'est-à-dire qu'en fait, la route, c'est un espace qui est à nous tous, et être sur la route, c'est du respect. Voilà. Après, les questions que vous m'avez posées, à mon avis, sont beaucoup plus à passer à Olivier. Voilà. Alors Olivier Schneider, vous serez pas gêné aux entournures pour répondre? Absolument pas. Donc, comme vous l'avez dit, il y a la loi mobilité qui est en préparation. Alors malheureusement, les sénateurs et les députés ne se sont pas entendus, donc ça va partir ce qu'on appelle en seconde lecture. Néanmoins, cette loi qui va permettre de mettre en application ce que le gouvernement a annoncé il y a 1 an bientôt dans le plan vélo, qu'a annoncé le Premier ministre lui-même, c'est en effet de mettre à portée de toutes et de tous la solution vélo. Et donc ça, en effet, c'est en combinant le vélo avec d'autres modes de transport qu'on va le faire. Aujourd'hui, c'est très compliqué de stationner en sécurité en gare. Si vous le mettez n'importe comment, vous risquez de ne pas retrouver votre vélo le soir. C'est encore plus compliqué d'embarquer un vélo, sauf un vélo pliant ou sauf à avoir une housse sur vous dans un train. C'est encore plus compliqué, vous l'avez vécu hier, dans les services d'autocar. La loi mobilité va prévoir à la fois des obligations de stationnement dans les gares d'ici 2024, d'ici l'accueil des Jeux Olympiques. À la fois, on attend aussi des décisions européennes sur le règlement des droits des passagers. Mais ce qui se prévoit au niveau européen, c'est qu'il y ait une obligation d'accueillir au minimum 8 vélos par rame de train. Donc, quand c'est des TGV doubles, ce serait le double, CR16. Mais ça, beaucoup de pays bloquent, et c'est notamment les lobbies des différents transporteurs nationaux qui bloquent là-dessus. Donc, il y a aussi eu en première lecture au Sénat l'adoption du fait de mettre des places pour transporter les vélos à l'arrière des autocars. Et là aussi, le lobby des autocaristes a dit attendez, ça va coûter beaucoup trop cher, etc. Donc on a toujours un problème entre les très bonnes intentions affichées, c'est-à-dire tripler le nombre de déplacements à vélo d'ici 2024 et les Jeux Olympiques, et ensuite la réalité des choses qui est les stationnements vélo, faut trouver la place dans les gares, les emplacements dans les trains, il y en a certains qui sont déjà bondés, et sur les cars on nous dit ça va coûter très cher, on a déjà du mal à l'organiser. Donc à un moment, si on veut que le vélo ne soit pas réservé à quelques favorisés jeunes dans les centres-villes, mais à toutes les Françaises et tous les Français, il va falloir choisir est-ce que on le fait ou pas, et si on le fait, il faudra mettre les moyens, et je vous rassure, c'est beaucoup moins cher que de faire du transport en commun type tram ou des autoroutes. Par contre,
croire que comme c'est le vélo, c'est bon marché, du coup c'est gratuit, ça ne marche pas. Ce gouvernement met pour la première fois des financements, même si ce qu'on suggérait c'était beaucoup plus, mais c'est la première fois que l'État met de l'argent. Après, si les régions, si les transporteurs, si les employeurs ne jouent pas le jeu, on n'aura pas ce système vélo, il faut que chacun mette sa brique à l'édifice. Et le Tour de France, lui, le fait. Ils ont lancé une démarche qui s'appelle l'avenir à vélo. Christian Prudhomme dit souvent la bicyclette et l'avenir du vélo. Par contre, après, si les villages qui accueillent ou les villes, les départs et les arrivées ne se saisissent pas du Tour, bah c'est bien dommage. Ce que me dit souvent Christian, c'est que quand c'est à l'étranger, comme Copenhague, comme Bruxelles, comme Utrecht il y a 4 ans, et Utrecht il y a 4 ans, Copenhague dans 2 ans, Bruxelles cette année, quand c'est à l'étranger, ils s'en servent pour promouvoir le vélo au quotidien et ils le déplorent, mais c'est pas à lui de changer. Quand c'est en France, bah les collectivités s'en saisissent moins et j'espère que ça va changer, et notamment avec le municipal de l'année prochaine. Une question très simple, vous quand vous faites du vélo à Paris, vous avez peur ou pas ? Moi non, mais quand je me filme parfois et que je remonte à des gens, notamment quand je traverse la place de l'Étoile, vous allez vous visez haut, le challenge là déjà la place de l'Étoile. Ou la Concorde ou n'importe. Enfin, c'est vrai que quand je revisualise ces choses-là, je me dis que finalement c'est une question de à un moment on sait, parce qu'on sait qu'il y a un tué, c'est tous les 15 ou 20 millions de kilomètres parcourus. Donc l'impression de mourir, on l'a plusieurs fois par jour, mais en réalité, ça arrive pas. Par contre, si on veut que tout le monde fasse du vélo et pas ceux qui font un choix courageux, faut rassurer et protéger. Et comme ça, on sera tous en meilleure santé. Voilà. Et ben écoutez, c'était magnifique de vous entendre. Et moi, je tiens aussi à dire qu'il y a beaucoup de coureurs cyclistes qui sont sensibles à votre discours, des professionnels comme on les voit aujourd'hui. Sylvain Chavanel est un ambassadeur justement de la route se partage. Arnaud Desmar également. Donc vous voyez que c'est toute la communauté des vélos et qu'il n'y a pas d'un côté les cyclistes des villes, les cyclistes des champs, les pros, les amateurs. C'est tout un monde qui est peut-être d'ailleurs le monde de demain. Emmanuel Barre, délégué interministériel à la sécurité routière. Merci Olivier Schneider, président de la FUB, la Fédération Française des Usagers. Merci et puis bonne arrivée.